seul. Ouais, c'est la première fois que je viens d'ailleurs à Toulouse. Même d'ailleurs, vous prenez la France, vous la coupez en deux. À gauche, je suis jamais venu. Bah maintenant, c'est la première fois. C'est la première fois que j'ai dit au premier degré chocolatine. Première fois. Ok, ça c'est pour la présentation. Du coup, je vais vous parler rapidement de ce que c'est des pen tests. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà subi des pen tests? Quelques-uns, ok. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un pen test, c'est ce qu'on appelle un penetration test. C'est globalement, vous allez missionner une entreprise externe pour tester votre application et voir s'il y a des failles de sécurité. Alors, il y a plusieurs types de pen tests qui existent. Il y a les pen tests en boîte noire. Donc, typiquement, vous dites juste à l'entreprise, voilà, des credentials ou pas du tout. Fais des tests sur mon application et dis-moi ce que tu peux trouver. Voilà. Et il y a les tests, pen tests en boîte blanche, où là, vous donnez carrément tout le code source à l'entreprise qui est en charge de faire l'audit de sécurité. Et en général, c'est là que ça fait mal. En boîte noire, ils peuvent trouver des choses qui sont évidentes, mais en général, si vous faites les choses assez bien, ça va, ça se passe bien. En boîte blanche, c'est un peu plus compliqué. Moi, du coup, j'ai fait, avant d'être à Decathlon Travel, j'étais dans d'autres entreprises où il y avait des pen tests. Alors à Decathlon, évidemment, il y en a aussi, parce que c'est quand même une boîte d'une certaine taille, mais dans les autres, j'en ai pas encore subi. J'utilise vraiment ce mot, mais oui, on les subit. Parce que ça fait 1 mois et demi que je suis arrivé. Mais dans les autres boîtes que j'ai fait, du coup, j'ai fait des pen tests. Et globalement, ce qu'on peut dire, c'est que ça s'est très bien passé à chaque fois. Hein. Alors, il y avait un petit peu des trucs qui n'allaient pas à droite à gauche, un petit peu des accès qui n'étaient pas trop autorisés. Mais globalement, rien de grave. C'était jamais des choses qui pouvaient compromettre notre production, etc. Mais il y avait quand même une issue qui était assez majeure en général. C'était l'upload des fichiers dans notre application web. Parce que les utilisateurs pouvaient uploader des fichiers et on ne faisait pas vraiment de vérification dessus. Alors on faisait des vérifications, mais pas forcément très poussées. Il y avait notre serveur web qui pouvait limiter les fichiers de trop grosse taille. Il y avait la vérification des meme types, on verra ça plus tard. Mais globalement, c'était tout. Donc on avait plusieurs cas. Il y avait les nouveaux endpoints qui étaient à peu près safe, les anciens endpoints qui ne l'étaient pas, et les endpoints futurs. Globalement, la question se posait, mais on faisait quand même assez attention, même si finalement, même dans les nouveaux endpoints, vu qu'on n'avait pas vraiment mis de règles en place, il n'y avait pas toujours des vérifications qui étaient faites. Donc ça posait un petit peu souci. Donc on a eu ce résultat de pentest, et l'entreprise pour laquelle on faisait cette application nous a dit, bon voilà, il faut absolument colmater les failles, évidemment, au plus vite possible, sinon ça pourrait être dangereux pour nos utilisateurs. Alors là, du coup, on avait 3 options. La première, qui était ma préférée, c'était... Allez, on laisse faire, c'est pas grave. Mais c'était pas l'option qui plaisait le plus aux clients, ni à mon manager. Ça plaisait beaucoup aux devs, mais pas au reste. Donc celle-là, on n'a pas pu la prendre. Deuxième solution, c'était potentiellement créer une espèce de sandbox, un truc où on analyserait un petit peu notre fichier, ce genre de choses. Bon, pourquoi pas. Mais il y avait un truc un peu plus sympa qui pourrait être quand même de faire notre propre antivirus. Parce qu'on est des devs, et dès qu'on se dit, tiens, on pourrait tout refaire nous-mêmes, pourquoi pas. Il y a des trucs qui existent déjà, mais je pourrais faire mon propre antivirus, c'est quand même sympa, un peu sexy comme projet. Puis surtout, il faut se dire, le client, il voulait vraiment faire attention à la sécurité. Donc globalement, il nous a dit corriger ça vite, mais on n'avait pas de deadline en mode il faut faire ça dans les 48 heures, etc. Et c'était, prenez le temps de faire les choses bien, mais faites-le. Alors moi, je me suis dit, super, je vais créer mon propre antivirus. Du coup, pour savoir comment créer son propre antivirus, il faut savoir comment ça fonctionne. Alors, on a commencé à faire des recherches sur comment fonctionne un antivirus. Il y a 3 grandes méthodes sur comment fonctionnent les antivirus. Il y a la méthode heuristique statique, méthode heuristique dynamique et la vérification des destinataires de fichiers. La méthode heuristique statique, c'est en gros faire des vérifications, essayer de détecter par exemple des patterns qu'on pourrait trouver dans le fichier, des patterns connus, qui sont connus pour être malicieux ou ce genre de choses. On pourrait faire de l'inspection de metadata, savoir par exemple sur Windows, est-ce que l'exécutable a été signé par Microsoft, est-ce qu'il y a un certificat qui est présent, ou alors est-ce que c'est un éditeur inconnu, ce genre de choses. Et puis aussi essayer de faire de l'analyse de code malicieux. C'est un peu compliqué, mais du coup, voilà, essayer vraiment de faire du désassemblage du fichier et voir si on arrive finalement à avoir un peu des patterns finalement qui sont connus pour être malicieux. Donc ça, c'est la méthode statique heuristique. Il y a la méthode heuristique dynamique qui existe aussi, ou alors là, on pourrait vraiment faire de l'exécution dans Sandbox. Donc vraiment prendre
l'exécutable ou le fichier et l'ouvrir dans un environnement sécurisé, une machine virtuelle ou ce genre de choses. On peut faire de l'analyse de comportement, voir est-ce que si on lance un exécutable ou si on ouvre un fichier, est-ce qu'il est en train d'essayer de, par exemple, lire d'autres fichiers, lire des registres du système d'exploitation, est-ce qu'il y a de l'activité réseau, ce genre de choses, et essayer d'assembler tout ça pour savoir si, oui ou non, il y a un problème ou quelque chose qui est au moins suspect. C'est un des grands champs d'application du machine learning. D'ailleurs, on peut largement imaginer des modèles d'intelligence artificielle qui seraient incapables d'analyser ces comportements et de donner une prédiction sur si oui ou non un fichier est malicieux ou non. L'avantage, c'est que du coup, il y a une détection proactive avec tout ça. On n'a pas encore ouvert le fichier sur notre poste. Soit ça a été ouvert dans une sandbox, soit avec la méthode statique, on a juste regardé les métadatas, etc., sans même ouvrir le fichier. Du coup, on a une détection qui est proactive et on est moins dépendant aux mises à jour, dans le sens où des activités d'un fichier, donc lire des fichiers, lire la RAM, lire les registres, voir l'activité réseau, c'est des accès globalement, il n'y a pas des nouveaux accès qui sont créés tous les 2 jours. Il y a ces accès-là qui existent, on ne va pas inventer un nouvel accès, donc on a moins de mises à jour à faire. Donc ça, c'est cool. Mais c'est super dur à mettre en place, vraiment. Je ne sais pas comment je ferais moi, je suis qu'un développeur PHP. Donc je ne sais pas comment je ferais ce genre de choses. Puis il y a des faux positifs et puis il y a des faux négatifs. Il ne faut pas oublier que c'est des méthodes heuristiques. Donc ça veut dire que ce sont des méthodes qui vous donnent des indices. C'est un peu comme la PNL, quand on vous dit ah bah tiens, c'est telle personne en train de regarder en bas à droite ou il se touche le nez, ça veut dire qu'il est en train de mentir. Non, c'est pas que ça veut dire, c'est que ça donne des indications. Et selon le contexte, si on rajoute tous ces trucs-là en même temps, alors on se dit ah bah ok, là la personne est en train de mentir. Bah là c'est un peu pareil. C'est pas sûr à 100%, mais si jamais on réunit, s'il y a beaucoup de trucs qui coïncident, on pourrait se dire ah oui effectivement là ça paraît malicieux. Bon, c'est super dur à mettre en place, donc on va pas faire ça. Parce que bah oui, le client il a le temps, il a l'argent, mais bon, c'est quand même pas notre domaine non plus. Donc ces méthodes heuristiques, on laisse tomber. Il y a une autre méthode pour les antivirus qui existe, c'est la vérification des signatures de fichiers. Donc on va calculer le hash d'un fichier et on va le comparer à une base de signatures existantes. Vous savez, la mise à jour de la base virale a été mise à jour, machin, etc., là, de Avast, là, ce truc-là. Bah, c'est ça, c'est cette base de signatures de virus, les signatures, c'est les hashes des fichiers, qui a été mise à jour avec les nouvelles menaces. Alors, est-ce qu'on parle ici d'encryption? Le mot français n'existe pas, hein, on parle de chiffrement en français. Donc, arrêtez de dire encryption. Est-ce qu'on parle d'encryption? Non, c'est pas tout à fait la même chose. C'est même pas du tout la même chose d'ailleurs. Le chiffrement et le hachage, c'est 2 choses bien distinctes. Là où le chiffrement, c'est quelque chose qui est réversible et qui contient toutes les données du fichier d'origine, le hachage, lui, c'est pas quelque chose qui est réversible en général. Et c'est surtout une empreinte toute petite d'un fichier. Ce qui veut dire que, quelle que soit la taille de votre fichier, qu'il fasse 2 Tera ou qu'il fasse 2 kilos, et ben son hash, les hashes de ces 2 fichiers feront la même taille si vous utilisez le même algorithme de hachage. Alors, il y a quelques algorithmes de hachage que vous connaissez, hein, forcément MD5, SHA-1, SHA-256 et tous ceux qui vont avec, ils ont tous plus ou moins des utilités, certains ont des failles, d'autres non, enfin d'autres moins, on va dire. Bref, c'est utilisé notamment pour faire de la vérification d'intégrité de données sur les fichiers, ce genre de choses. Donc ça, voilà, c'est quelques exemples de hash. Donc comme je vous ai dit, peut-être que la première ligne, c'est la signature d'un fichier qui fait 2 Tera, ou peut-être que ça fait 2 mégas, on ne sait pas, peu importe. Mais on voit surtout que c'est tout petit, et que c'est unique. C'est unique pour chaque fichier. Donc l'avantage, c'est que si on a une base de données qui contient toutes les signatures de virus, c'est super rapide en fait, et c'est super précis. Parce qu'on a juste à comparer, tiens, est-ce que la signature de ce fichier se trouve dans la base de données de fichiers vérolés connus? Si oui, c'est que c'est bon, quoi. Et c'est super rapide à mettre en place aussi, on peut l'imaginer, on prend la base de données, on la stocke quelque part, on fait une vérification, fin de l'histoire. Sauf que où elle est où la base? Eh ouais, parce que c'est bien beau de faire des grandes recherches comme ça, mais en fait, si la base de données on l'a pas, ça sert à rien tout ça. Alors, il est possible de télécharger certaines bases comme ça virales sur Internet, mais c'est parfois payant.
Après, c'est aussi des gigas et des gigas de données qu'il faut traiter. Bref, ça faisait beaucoup de choses pour finalement un problème qui était à la base pas si énergivore et pas si chronophage. Donc du coup, on n'a pas de base de données, donc du coup, on laisse tomber aussi ça. Voilà, c'est la grande désillusion. Mon grand projet de rivaliser Avast s'effondre. Mais est-ce qu'en fait, on en avait vraiment besoin? La réponse, c'est pas vraiment, parce qu'en fait, on était dans cette application-là face à un back-office qui était privé, où tous les utilisateurs qui uploadaient des fichiers étaient authentifiés, et notamment les types de fichiers qui étaient acceptés étaient restreints. C'est surtout les deux premiers points qui sont importants, c'est que voilà, si jamais quelqu'un veut faire une dinguerie, le client va savoir qui c'est. Parce que du coup, on saura qui a uploadé le fichier, ils se diront, bon, bah alors lui, on va aller le retrouver et on va faire ce qu'il faut. Donc finalement, cette histoire de grand antivirus qui va pouvoir répondre à tous nos problèmes, c'est pas forcément la bonne solution. Et on s'est pris un bon stop. Bon, après une journée de recherche, hein, c'était pas non plus après 3 mois. Donc ça va, mais du coup, on s'est rabattu sur une autre possibilité. Je vous rappelle, il y avait 3 façons de faire, enfin 3 solutions qui s'offraient à nous, c'est soit le faire l'antivirus, soit tout laisser cramer, ou soit faire la sandbox. La sandbox, très schématiquement, c'est un truc où on va envoyer un fichier dedans, il va faire des analyses dessus, il va dire c'est ok pour moi, c'est pas ok pour moi. Et on va faire quelque chose de très binaire, on va pas commencer à faire une espèce d'algorithme de confiance, est-ce que oui je suis à peu près sûr que c'est ok, non je suis pas tout à fait sûr. Ça va être binaire, on va pas se prendre la tête, encore une fois on est dans un back-office privé avec des clients qui sont authentifiés, qui sont un nombre restreint. C'est pas non plus un WeTransfer ou un Google Drive ou ce genre de choses. Donc on va s'attarder un petit peu sur la partie technique. On va voir un petit peu comment on fait cette fameuse sandbox, quelles sont les analyses qu'on peut faire sur les fichiers pour se donner une idée ou pas de est-ce que on peut accepter ce fichier ou pas. Alors du coup, comme je vous ai dit, je suis un développeur PHP, mais c'est pas du PHP compliqué, donc c'est limite stack agnostique en réalité. Il n'y a rien de PHP qu'on va dire de très spécifique à PHP. S'il y a un petit peu des fonctions avec des noms étranges, je vous expliquerai. Mais voilà, sachez que peu importe le langage que vous pratiquez, vous pourrez comprendre les exemples de code qui suivent. On va commencer par du coup créer un répertoire de sandbox, là où on va mettre notre fichier qu'on veut analyser. On veut l'isoler. Alors évidemment, c'est pas non plus une machine virtuelle, mais on va essayer de l'isoler dans un endroit un peu safe, avec des permissions qui sont le plus restreintes possible, pour éviter qu'un autre process accède au fichier, par exemple. Donc voilà l'initialisation de notre répertoire de sandbox. Alors voilà, on a donc notre fameuse classe file sandbox ici, avec un constructeur qui va prendre potentiellement un dossier racine où on mettra tous nos fichiers qui vont être analysés. Alors ici, par défaut, ça va prendre le répertoire temporaire du système. Et on va avoir aussi une méthode qui va s'appeler init_sandbox, dans laquelle on va faire un petit peu de logging. Alors du coup, comme vous pouvez voir, on va faire un mkdir pour créer le fameux dossier avec un nom, avec des permissions restreintes. On veut que ce soit seulement l'utilisateur courant qui puisse lire le fichier, etc. On ne veut pas qu'il y ait d'autres process qui puissent accéder à ce fichier-là. Donc du coup, on fait un mkdir avec des permissions restreintes. Et si la création du dossier ou ce genre de choses n'ont pas fonctionné, alors on fait un panique. Donc on va dire non, on arrête tout et on va refuser d'analyser le fichier et dire non, j'accepte pas le fichier, parce qu'on préfère refuser le fichier plutôt que se dire j'ai pas pu créer le dossier, du coup j'accepte. Non. On est dans un environnement, on essaie d'être le plus safe possible. Et au pire, si jamais le fichier n'a pas été accepté et que le dossier n'a pas été créé, c'est pas très grave, encore une fois. C'est un back-office privé avec peut-être une centaine d'utilisateurs, donc on a le temps de réagir. Oui, alors, et du coup, là, dans le destructeur de notre sandbox, voilà, on va évidemment clean up la sandbox. Donc là, j'ai pas mis les détails, mais voilà, ça va être supprimer le dossier qui a été créé, supprimer le fichier, etc. Et on va avoir donc une factory pour créer notre sandbox. Ici, pareil, rien de spécial à dire, si ce n'est que voilà, on donne un logger histoire de pouvoir tracer tout ce qui se passe dans notre sandbox. Si jamais on a un problème, si jamais un client nous dit j'ai voulu uploader ce fichier mais j'ai pas pu, qu'on puisse retracer ce qui s'est passé, quelles sont les raisons pour lesquelles son fichier n'a pas pu être uploadé, et qu'on puisse lui donner une explication rapide. Ok, donc maintenant on a notre répertoire
qui va contenir notre fichier qu'on va analyser. Donc maintenant, on va attaquer les analyses pour de vrai, et on va commencer par des caractères qui sont interdits pour nous, hein, évidemment. Chacun fait ses propres règles, mais l'idée, c'est d'interdire certains caractères dans le nom du fichier. Donc, petit bout de code ici, donc on a notre méthode analyze, voilà, qui va faire l'analyse du fichier pour de vrai et nous renvoyer un résultat ou pas. Donc déjà, on va vérifier qu'il n'y a pas de caractères illégaux, donc je vous montrerai la liste juste après, mais donc dans les fonctions un peu étranges de PHP, str, pbrk, voilà, c'est le genre de fonction que j'explique, du coup, ça va juste vérifier que dans le fichier, il n'y a pas un des caractères contenus dans la constante illegal characters. Si jamais il y a un des caractères qui est présent dans filename, alors on arrête tout et on dit ah bah non, il y a un caractère que je veux pas. Si jamais le nom du fichier contient les 2 points, bah pareil, on arrête. On n'a pas envie que le fichier puisse peut-être remonter dans l'arborescence de notre serveur. Et finalement, alors là c'est un petit peu spécifique à PHP, mais du coup on interdit tous les fichiers qui sont .php quelque chose. PHP 3, PHP 4, 5, 6, 7, 8. Parce que vu qu'on est sur un environnement PHP, notre serveur web pourrait être en mesure de trouver un fichier PHP au pif et se dire tiens, je vais l'interpréter. Pas fou. Donc, on va interdire tous les fichiers PHP, comme ça sera plus simple. Vu que le serveur web se base sur l'extension du fichier, en bannissant tous les points PHP quelque chose, au moins on est safe. La liste des caractères illégaux, du coup, dont je vous ai parlé, donc il y a le null byte, les slash, évidemment, les étoiles, le dollar, le saut de ligne, la tabulation, le retour chariot, les guillemets et le point virgule. On m'avait fait remarquer aussi qu'on pourrait ajouter la tabulation verticale. Et oui, elle existe. \v. Comme ça, vous savez. Donc là, c'est nos caractères illégaux. On ne veut pas que notre fichier, que le nom du fichier contienne ça. Ensuite, un petit peu de logique. Alors là, voilà, c'est vraiment PHP. Mais bref, c'est un petit peu de logique pour copier bout par bout notre fichier dans le dossier de Sandbox où on a des permissions restreintes. C'est de la copie de fichier classique. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que, comme vous pouvez le voir à la fin, on fait un chmod 0600. On enlève la permission d'exécution sur le fichier qu'on est en train d'analyser. Pour les mêmes raisons qu'on avait dit avant, on veut pouvoir le lire, on veut pouvoir l'écrire, du coup, évidemment, pour l'analyser, le supprimer, ce genre de choses, mais on ne veut surtout pas pouvoir l'exécuter. Donc, on fait attention aux permissions et on met 600. On reviendra sur les permissions un petit peu plus tard, d'ailleurs. Ok, maintenant, on va analyser le fichier lui-même et on va parler des octets magiques. Qui a déjà entendu parler des octets magiques? Quelques-uns. Ok. Qui a déjà entendu parler des meme types? Vous avez tous entendu parler des octets magiques. Pourquoi? On va voir un exemple concret sur ce que c'est les octets magiques ou magic bytes en prenant, par exemple, le code hexadécimal de l'exécutable PHP. Alors évidemment, il n'y a pas tout, c'est juste le début. Mais c'est un petit peu pour montrer à quoi ça ressemble. Donc du coup, là, on a le code binaire, hein, en fait, vraiment ce que la machine va interpréter, avec du coup les adresses mémoire sur la première colonne, et ensuite vous avez les lignes hexadécimales du code binaire que votre processeur va interpréter, qui sont à la suite. Et je voudrais attirer votre attention sur les 4 premiers octets qui se trouvent là, FACF, FEED. Alors on va les mettre sur un format un petit peu plus lisible pour nous les êtres humains, avec 0xFA, 0xCF, 0xFE et 0xED. Et ça, c'est les 4 octets magiques. Les 4 octets magiques parce qu'en fait, c'est grâce à ces octets-là que votre système d'exploitation, notamment, va être en mesure de se dire « Ah oui, ok, c'est un exécutable ». C'est une signature commune à l'intégralité des exécutables. Alors là, en l'occurrence, pour macOS, parce que ça diffère selon les plateformes. Évidemment, un exécutable Windows n'est pas le même qu'un exécutable macOS, qui n'est pas le même qu'un exécutable sur Unix. Donc ça, c'est pour macOS. Mais c'est les 4 octets magiques, la fameuse signature qui dit au système d'exploitation « Ok, ça, c'est un exécutable, tu sais comment faire ». Comme je vous ai dit, du coup, ça dépend de l'OS. Donc on peut faire une petite liste comme ça, avec donc, les Elf Magic Byte, donc c'est pour Linux. On a les Windows Exe Magic Byte, les Uncommon Exe, je ne sais pas ce que c'est. macOS Universal Magic Byte, macOS 32 bits, 64 bits, etc. Ça, c'est... Alors évidemment, il y en a d'autres qui existent, mais c'est les principaux, globalement. Les signatures communes à tous les exécutables sur les plateformes, qu'on va dire, majoritaires.
Donc si on reprend nos octets magiques de PHP, FACF, FE, ED, donc ça c'est les octets magiques de PHP pour macOS, bah, ils sont pas là. Et non, ils sont pas là. En fait, ils sont là, mais ils sont un peu cachés. Et pour ça, on va parler d'Endianness. Qui connaît l'Endianness ici? Ok. En français, on appelle ça le boutisme. Peut-être que vous connaissez ce nom-là. Non. Et bah, du coup, explication rapide sur ce que c'est le boutisme. C'est la façon de représenter les nombres binaires dans la mémoire, dans le processeur d'un ordinateur. Prenons un exemple sur 16 bits, du coup. Si on représente le chiffre 2 en binaire, en big endian, du coup, ce sera, bah, comme vous voyez ici, ce sera 10 tout à droite. Et en little endian, les octets de poids faible, donc les deux premiers, se trouvent à gauche et non pas à droite. Il existe aussi le medium endian, le boutisme moyen, mais qui est très peu répandu. Je ne sais même pas où il est utilisé, en vrai ça doit être sur des processeurs obscurs des années 80. Bref, Little Endian et Big Endian, c'est les principaux. Pourquoi? Il y a des raisons historiques. Je veux dire, dans les années 80, 90 et même avant, quand les premiers microprocesseurs ont commencé à être faits, ils ne se sont pas consultés pour savoir, bah, tiens, comment on va faire, comment on va standardiser tout ça. Ils ont fait les trucs dans leur coin et ils ont fait un petit peu bah, comme ça leur chantait et surtout comme ça les arrangeait eux. Donc il y avait des questions d'efficacité d'opération selon les processeurs, selon les architectures de processeurs et les jeux d'instructions de processeurs, etc. Après, ce qui a beaucoup joué, du coup, c'est la compatibilité réseau. Le TCP est basé sur Big Endian, du coup, ça a énormément aidé à sa popularisation, si bien que globalement, de nos jours, le Big Endian est clairement majoritaire. Donc si on reprend nos 4 octets magiques qu'on avait et qu'on change l'Endianness, parce qu'il s'avérait que l'Endianness sur la machine sur laquelle j'étais différait, n'était pas du Big Endian, et bah du coup, on se retrouve avec CFFA, ED, FE, et on se retrouve du coup avec les octets magiques de macOS tout en bas. Voilà. Donc en fait, ils étaient là depuis le début, c'est juste que l'Endianness avait été swappé, la façon dont les nombres binaires n'étaient pas la même, c'était pas la même représentation, et du coup, en faisant ce swap, on se retrouve finalement à bel et bien retrouver cette signature connue pour tous les exécutables macOS. Ok, donc ça maintenant c'est fait, on va pouvoir maintenant juste lire les 4 premiers octets de notre fichier et comparer avec ces constantes qu'on vient de regarder. Parce que tout ça finalement c'est pour regarder est-ce que notre fichier qu'on est en train d'analyser, est-ce que c'est un exécutable? Alors évidemment, on aurait pu utiliser d'autres outils comme la commande file ou finfo dans PHP ou ce genre de choses. Et là, c'est vraiment pour vous montrer comment faire un peu les choses soi-même. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une usine à gaz pour détecter si c'est un exécutable ou pas. Il y a juste besoin de regarder les 4 premiers octets en fait. Et on sait tout de suite si c'est un exécutable ou pas. Parce qu'on pourrait très bien se dire, ok, mais d'accord, mais je peux avoir un exécutable et je peux changer au début peut-être les octets, ça va tromper ton truc. Sauf que si vous faites ça, en fait, votre système d'exploitation ne sera pas en mesure de dire que c'est un exécutable et va toujours refuser de l'exécuter. Donc globalement, ça marche assez bien. Donc ça, c'était pour vérifier les exécutables. Il y a un autre truc qui est un peu dangereux quand on upload des fichiers, c'est les archives. Et oui, qu'est-ce qui pourrait mal se passer avec les archives? Plein de choses. La récursion infinie, ou presque, peut-être des dossiers dans des dossiers dans des dossiers, vous l'extrayez, il y a tout qui pète, votre serveur est foutu, pas foutu, il faut tout redémarrer quoi. Donc pour se prévenir de ça, du coup, on va utiliser, donc ça c'est une classe dans PHP qui s'appelle FarData qui permet d'ouvrir une archive et de voir ce qu'il y a dedans. Vous pourriez l'appliquer à votre langage avec une bibliothèque qui ouvre l'archive et qui permet de voir ce qu'il y a dedans. L'important, c'est de comprendre l'analyse qu'on fait plus que l'implémentation elle-même. Là, on voit ce qui se passe, c'est on fait un end de l'archive et on va du coup parcourir tous les fichiers, grâce à un itérateur, tous les fichiers de cette archive. Et on va vérifier qu'on n'a pas une profondeur
donc comme pouvoir le if var iterator get depth en bas dans le for each, on va vérifier que la profondeur n'est pas au-dessus d'une profondeur qu'on autoriserait nous. Alors nous, on aurait pu mettre, là on a mis 10, on aurait pu mettre 2 par exemple, dans notre cas on n'avait pas besoin de plus que ça. Mais après c'est à vous d'adapter ce chiffre si jamais vous avez des archives plus profondes. L'important c'est de faire la vérification et qu'il y a un moment où ça s'arrête. Et que si jamais ça dépasse cette limite, alors on arrête tout et on dit non, l'archive là elle est trop profonde, il n'y a pas besoin d'avoir une archive qui fait 200 dossiers de profondeur. Il y a la directory traversal, donc pouvoir remonter dans l'arborescence au moment d'extraire votre archive, par exemple. Donc pour ça, pareil, on va vérifier que dans tous les fichiers qui sont contenus dans notre archive, on va vérifier qu'il n'y a pas les caractères 2 points qui permettraient de remonter, qu'il n'y a pas que le nom du fichier ne commence pas par un slash, ce qui ferait que potentiellement il pourrait être extrait à la racine de votre serveur. On va aussi vérifier du coup qu'il n'y a pas les caractères illégaux dont on a parlé tout à l'heure. On va faire la vérification, on va regarder est-ce que le fichier contient ces caractères illégaux. S'il y en a un seul, alors on arrête tout. Il y a encore une chose qu'on va vérifier dans les archives, c'est les permissions d'exécution. Parce que, alors, c'est pas quelque chose sur lequel on est confronté avec certains types d'archives, comme les archives zip, mais les archives tar, gz, xz et ce genre de choses contiennent les permissions des fichiers. Les zip ne les contiennent pas. Mais voilà, il y a beaucoup de types d'archives qui contiennent justement les permissions qui ont été settes sur ces fichiers-là et qui les préservent. Et quand vous allez extraire votre archive, et du coup, il y a toujours ces permissions qui vont être là. Donc du coup, nous, on aimerait vérifier qu'il n'y a pas de permission d'exécution sur l'un des fichiers. Parce que normalement, nous, on est en train dans notre cas, on est en train d'uploader notamment des images ou des modèles 3D ou ce genre de choses. On n'a pas besoin qu'il y ait une permission d'exécution sur l'un des fichiers qui se trouve dans l'archive. Alors, petit rappel. Owner, group, others, ça c'est la manière dont les permissions sont gérées sur les systèmes Unix, donc notamment Mac et Linux. RWX, read, write, execute. Il y a 3 grands groupes, c'est le owner du fichier. Est-ce qu'il a l'une de ces 3 possibilités? Il y a le groupe auquel appartient le fichier. Est-ce qu'il y a une de ces 3 permissions? Et finalement, le other, c'est est-ce que n'importe quel utilisateur peut lire, write ou execute le fichier. Ça se présente comme ça. Alors, ça se présente comme ça, et en fait, tout ça, c'est des flags binaires. Comme vous pouvez voir, en fait, chacune des permissions, c'est un 1 ou un 0 pour dire activer ou désactiver, finalement. Donc, quand on a tout qui est activé, ça donne 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ça fait 7, 7, 7 en octal. Si on a RWX, qu'ensuite le groupe n'a aucun droit et que les others ont le droit de lecture et d'exécution, on a 1, 1, 1, 0, 0, 0, vu qu'il n'y a rien qui est activé, et 1, 0, 1, ce qui donne en octal 7, 0, 5. Ça vient de là. Donc nous, on a dit qu'on voulait vérifier qu'il n'y avait aucune permission d'exécution sur les fichiers qui sont contenus dans l'archive. Donc globalement, on se retrouve avec ce qu'on appelle un bit mask qui ressemble à ça. 001, 001, 001. En octal, ça donne 1, 1. Ce 1, 1, enfin ce 201, 201, 201, on peut le décomposer, peut-être de manière un peu plus lisible, en mettant le 1 tout à droite, puis le 1 du groupe, puis le 1 du owner, et en faisant un ou logique sur chacun. On se rend compte que 0 ou 0, ça fait 0. 0 ou 1, ça fait 1. Et donc du coup, en faisant un ou logique entre ces 3 trucs, ça nous permet de décomposer nos permissions d'exécution, le bit mask des permissions d'exécution. On pourrait le représenter aussi de cette manière-là. C'est un 1, ou logique 1 décalé de 3 vers la gauche, ou logique 1 décalé de 6 vers la gauche, est égal à ce que vous voyez tout en bas ici. Alors ça se note comme ça c'est une notation qui est globalement universelle dans les langages de programmation. Je ne vais pas me risquer à dire tous, mais je pense que quasiment tous les langages de programmation vous permettent de faire du bit shifting avec les 2 chevrons comme ça. Et si vous voulez décaler vers la droite, c'est juste les 2 chevrons dans l'autre sens. Voilà, donc là, on a un truc un peu plus... C'est comme ça qu'on va le représenter dans notre code source, un petit peu décomposé, avec potentiellement un commentaire s'il faut, mais voilà, c'était pour... Il y aura cette notation dans le code que je vous montrer juste après, donc c'est pour vous montrer d'où ça venait et comment fonctionnait du coup le bit mask des permissions d'exécution. Donc notre bit mask 001, 001, 001, on va le comparer aux
permissions d'exécution du fichier qu'on est en train d'analyser, avec un et logique. On a le exec bitmask tout en haut, donc c'est celui qu'on vient de calculer. Les permissions du fichier qu'on est en train d'analyser, donc par exemple ici 110.001.000. On fait un et logique, donc 0 et 1, ça fait 0, 1 et 0, ça fait 0, 0 et 0, ça fait 0, 1 et 1, ça fait 1. Donc si jamais, quelque part, dans le résultat, il y a un 1 qui se trouve quelque part, ça veut dire que l'opération est logique, elle a fonctionné. Ça veut dire que notre bitmask d'exécution, il a fonctionné, et donc ça veut dire qu'il y a une permission d'exécution quelque part dans le fichier. Alors on s'en fiche finalement de savoir où est-ce qu'elle est cette permission d'exécution, que ce soit sur le groupe, le other ou le owner. Peu importe, on veut juste qu'il n'y ait pas cette permission-là. Et du coup, dans le code, ça va se traduire de cette manière-là. Donc on va avoir notre fameuse constante avec la notation dont je vous ai parlé juste avant. Et dans notre itérateur, donc encore une fois le phare itérateur, c'est ce qui nous permet de vérifier les fichiers un par un, ce qu'il y a dans l'archive. On récupère les permissions du fichier, on fait un et logique dont je vous ai parlé. Et si jamais il n'y a rien, alors cette opération va retourner 0. Dans ce cas-là, on ne passe pas dans le if. Et si jamais il y a un 1 quelque part, alors le if va s'avérer vrai. Et dans ce cas-là, on va dire arrête tout parce qu'il y a une exécution quelque part. Voilà. Ça, c'était un petit peu aussi l'occasion de vous montrer comment vérifier des permissions d'exécution et finalement comment ça fonctionne réellement, parce que souvent on dit chmod-r777, ça nous arrange bien. Mais pourquoi le 777? Pourquoi 750? Pourquoi 76? Pourquoi pas 4? Si 4 il existe, bref. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne les permissions de fichiers. En tout cas sur les systèmes Linux, enfin Unix, donc macOS et Linux, parce que sur Windows c'est très différent, c'est des histoires d'ACL. Bon, on n'est pas rentré là-dedans parce que notre serveur déjà ne tournait pas sur Windows. Et puis voilà, on n'avait pas ce besoin-là forcément de faire des vérifications sur Windows, là où, encore une fois, les permissions sont gérées de manière très différente, pas aussi granulaire du tout. Un dernier truc qu'on va vérifier, c'est les tarbombes. Les tarbombes, globalement, c'est une archive qui se décompresse dans le répertoire courant sans se décompresser dans un répertoire, dans un sous-répertoire. Ce qui fait que si vous avez 2000 fichiers dans votre archive et que vous extrayez tout là où se trouve l'archive, c'est une bombe, du coup, et il y en a de partout, et même ça peut se décompresser à droite à gauche, bref, c'est un peu le carnage. Alors, dans le cas de PHP, on n'a pas besoin de se prémunir de ça pour notre serveur en tout cas, parce que grâce à la classe FARData qu'on a utilisée du coup pour lire l'archive depuis le début, en fait, on a fait tout ça sans jamais extraire l'archive. C'est ça la force de cette classe FARData. Si jamais vous n'avez pas cette classe-là, que vous êtes dans un autre langage de programmation, dans ce cas-là, il faudrait bien vérifier que potentiellement tous les fichiers se trouvent bien dans un sous-répertoire, que potentiellement votre archive ne contient pas plus de X fichiers, peut-être 100, à vous de voir le threshold que vous voulez mettre selon vos besoins. Bref, c'est quelque chose auquel il faut penser pour éviter que si jamais votre archive se retrouve à être décompressée par exemple sur votre serveur, ça aille en mettre de partout et que ce soit l'enfer ensuite à nettoyer et qu'il y ait des fichiers qui se trouvent à des endroits que vous n'imagineriez même pas et ça pourrait être du coup une faille de sécurité potentiellement. Voilà, donc notre sandbox, finalement, elle se résume un peu comme ça. On a un répertoire de sandbox où on a mis des permissions restrictives, on a interdit des caractères, on a fait de la vérification sur les magic bytes avec de l'NDNS. Encore une fois, les magic bytes, c'est pas seulement les exécutables, les fichiers PNG, les fichiers JPEG, tous les fichiers finalement possèdent une signature connue que vous pouvez retrouver, je crois qu'il est maintenu par un institut international des standards, je crois, le IANA, je crois. Bref, tout ça, c'est des trucs qui sont connus, donc vous pouvez faire des vérifications à la main sans forcément avoir besoin de dépendance externe pour faire cette opération. Déjà parce que là, ce sera beaucoup plus rapide, et qui dit dépendance externe dit potentiel problème de sécurité, et du coup, vu qu'ici, on veut faire de la sécurité à fond, on fait attention. Finalement, on a regardé aussi comment gérer les archives. Globalement, c'est évidemment pas parfait. Si demain vous faites un clone de Google Drive ou de WeTransfer ou quelque chose comme ça, évidemment vous aurez besoin de faire bien plus de vérifications que ça. Mais pour notre cas, encore une fois, ici c'était suffisant parce que on est au courant de qui upload quoi. Si vous avez besoin d'aller plus loin, il y a évidemment des solutions qui existent. Il y en a deux grandes majoritaires, on va dire. Alors il y a un site dont j'ai plus le nom, je suis désolé, mais c'est super facile à retrouver sur votre moteur de recherche favorite. En gros, c'est une API
à laquelle vous pouvez envoyer un fichier ou des signatures, et ensuite il va y avoir genre une trentaine d'antivirus qui vont analyser le fichier. Comment? Virus total, parfait, merci beaucoup. Virus total, ça s'appelle effectivement. Où voilà, ça va passer sur 30 antivirus, ça va vous envoyer un rapport, et après à vous de voir ce que vous faites de l'information de ce rapport. Alors par exemple, voilà, si jamais s'il y a 10 antivirus sur 30 qui ont dit attention, peut-être qu'il faut faire attention. Peut-être que vous pouvez être plus strict là-dessus, etc. La deuxième solution, c'est faire quelque chose de plus self-hosted, avec notamment un antivirus open source qui s'appelle ClamAV. C'est un antivirus qui peut tourner en tant que démon, en fait, sur un serveur dédié ou non, mais il peut être très gourmand, donc attention à ça. Mais du coup, voilà, il va ouvrir un socket TCP, par exemple, et vous allez pouvoir envoyer votre fichier dans ce socket. Il va faire l'analyse. C'est un vrai antivirus qui se base sur une vraie vérification de signature de virus, etc. Et dans ce cas-là, vous avez un véritable antivirus qui tourne chez vous et qui va faire des analyses bien plus poussées que ça. Encore une fois, attention, c'est couteau en ressources, donc c'est pas forcément la bonne solution pour vous. Ça va vraiment dépendre de votre contexte. Mais en tout cas, là, vous avez un petit peu les clés pour faire des vérifications préliminaires pour déjà enlever une bonne partie des problèmes qui pourraient arriver. Merci beaucoup. Il doit rester une dizaine de minutes pour des questions, si jamais. Là, question de... là il y a un micro qui arrive. Pourquoi sur les MIME types, c'est un filtrage exclusif et pas une liste blanche des types acceptés? Alors du coup, effectivement, c'est très bonne question. Et d'ailleurs, en sécurité, on dit toujours qu'il vaut mieux avoir une liste blanche qu'une liste noire. Là, il y a un but pédagogique quand même à montrer comment ça passe, etc. Donc là, effectivement, on a fait une liste noire des exécutables. Effectivement, dans les bonnes pratiques, il faudrait d'ailleurs que je mette à jour ces slides, mais très bonne remarque, il faut toujours mieux se dire, ok, j'accepte unitairement ces types-là, peut-être une dizaine, une quinzaine, plutôt que de dire, ah bah j'interdis ça, parce que sinon vous n'allez jamais vous en sortir, il y aura toujours des cas exceptionnels, toujours des trucs qui ne vont pas, et vous serez tout le temps en train de rajouter des trucs à cette liste, donc il vaut mieux avoir une liste blanche qu'une liste noire, effectivement. Moi, c'est sur l'idée de filtrage des fichiers PHP, ça, parce qu'on est sur un serveur PHP. Justement, dans les premières pratiques, moi, où justement, je me suis avoir les premières années de programmation au lycée, quelque chose de tout simple, c'est ne serait-ce que de mettre des fichiers de conf sur le serveur qui dit que ce dossier-là n'est pas interprété. Comme ça, même si donc avec le htaccess, par exemple, si c'est un serveur Apache, et comme ça, rien que ça, même si la personne essaye de déployer des PHP, quoi que ce soit, parce que souvent on n'utilise pas notre propre serveur, on peut utiliser des serveurs qui sont déjà sandboxés à l'extérieur. Donc les exécutables en eux-mêmes, normalement, ce n'est pas un problème parce que les serveurs qu'on utilise sont déjà sécurisés contre ça. Sauf contre le fait que nous, on rajoute des fichiers binaires mais interprétables par le serveur parce qu'on est en PHP. Donc déjà, rien que le htaccess est déjà une très très bonne sécurité sur l'upload des fichiers. C'est vrai. Une dernière question ? Merci pour la présentation déjà. J'ai une question sur l'Indianess, puisque comme tu l'as dit, tu as fait ton test sur, donc sur ton Mac, je pense. Est-ce que tu sais si ton code fonctionnerait sur des serveurs ARM, par exemple, ou sur des nouveaux Mac? Alors, je ne saurais pas te dire, mais par contre, c'est clair qu'il y a vraiment une vérification à faire selon là où tu exécutes ton code, évidemment. Après, je n'ai pas les Indianess en tête, à vrai dire, mais c'est clair que par contre, ça, c'est une vérification à faire. Si jamais tu fais cette vérification à la main pour des histoires de performance ou quoi, effectivement, il faut vérifier l'Indianess sur la machine finale qui va exécuter ton code, parce que sinon, tu pourrais te retrouver dans le même cas que dans lequel j'ai été au moment de faire la presse.
Merci beaucoup.